Eh bien, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Lorena Parini, je suis professeure honoraire à l'Université de Genève et je suis membre de la commission scientifique du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé par l'association PVA. Donc le centre est partenaire. Et je remercie d'ailleurs l'association PVA de nous avoir associés à cette soirée. Le centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités, comme vous le savez peut-être, est un centre universitaire qui a pour objectif de traiter des questions des sexualités, en pluriel, sous leurs aspects les plus divers, médical, psychologique, sociologique, artistique, historique, etc. L'histoire du VIH-Sida est traversée par un ensemble d'aspects multiples qui touchent à toutes ces composantes de la recherche scientifique. Depuis des années, PVA réalise un travail remarquable avec et pour les personnes qui vivent avec le VIH. Elle accompagne, elle écoute, elle organise des événements de sensibilisation, de dépistage, elle réalise des formations, de l'information sur le VIH et sur les personnes qui vivent avec ou celles qui vivent avec des personnes qui vivent avec. J'ai vécu ma jeunesse à la fin des années 70 et dans les années 80 et la pandémie du sida a marqué durablement ces années-là. J'ai perdu des amis, des membres de ma famille, des collègues de travail, des connaissances frappés par le virus et par toutes les maladies opportunistes qu'il charriait avec lui. Mais ces drames nous ont aussi rapprochés, les uns des autres, les unes des autres. Ils ont créé des communautés, on a créé des communautés, on a lutté, on a créé des mouvements d'entraide, de solidarité. Ainsi, les associations qui se sont créées autour de cette pandémie ont été pionnières. La recherche scientifique et la médecine ont fait d'énormes progrès depuis des années qui ont sauvé des vies et redonné l'espoir de pouvoir vaincre la maladie. Mais ce soir, on est encore là, ensemble, nous sommes ici pour parler du VIH-Sida. Surtout pour constater que la conscience des dangers liés au virus s'estompe, se dilue dans la croyance que tout cela est une vieille histoire. Pour constater aussi que la stigmatisation et les préjugés sont encore tenaces et sûrement, je l'espère, pour dégager ensemble de nouvelles pistes, pour continuer sans relâche le travail d'information, le travail pédagogique et le travail de prévention. Cette soirée s'inscrit dans l'ensemble des événements liés au 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, et je vous incite à participer aux événements de commémoration et de convivialité qui auront lieu dimanche prochain. Je pense qu'on vous en parlera sûrement tout à l'heure. Donc je remercie encore une fois chaleureusement PVA et tous les intervenantes et intervenants qui ont accepté de participer à ce débat. Je remercie aussi Lauriane Pichonna et Pauline Gay, chargées de projet au CMCSS, ainsi que Aïcha Kone-Sané, chargée de communication au centre, pour l'organisation de cette soirée. Je vous souhaite un débat enrichissant et fructueux. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, je suis Rocco Senatore, je suis directeur de l'association PVA Genève et je suis très heureux de voir cette salle plein de monde pour se poser plusieurs questions. Plusieurs d'entre vous qui me connaissent bien, Rocco m'était inquiet, il a plein de monde, j'ai dit non, je suis un porteur sans de doute dans un endroit où le doute c'est primordial parce qu'on est à l'université et puis c'est le lieu dans lequel on se pose des questions. J'aime beaucoup les points d'interrogation à chaque fois qu'on fait des choses avec le centre Maurice Chalumeau en sens des sexualités que je remercie du partenariat. Je remercie Lorena, Pauline et
Lauriane, bien évidemment. Et quand on fait des choses avec eux, on se pose toujours des questions. En 2022, on s'est posé la question pourquoi on devait encore parler du VIH-Sida en 2022, avec un point d'interrogation. Et aujourd'hui, on se pose la question les VIH en Suisse, désinformation et stigmatisation, deux points. Est-ce que sont les mêmes faces de la même médaille? Et donc, un autre point d'interrogation, et puis en fin de compte, c'est un peu comme se dire est-ce qu'est né d'abord l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est la désinformation qui porte la stigmatisation, ou est-ce que c'est la peur qui c'est un instant primordial, la peur qui sait qu'est-ce qui nous fait vivre? Parce que grâce à la peur, on fait face au danger. Alors est-ce que c'est la peur qui cultive la méconnaissance? Et puis d'où le stigma, et d'où la désinformation. Voilà, on se pose des questions, et on peut se poser des questions grâce à une enquête qui a été réalisée par Medoof Healthcare, mandatée par la maison pharmaceutique Gilead. Et pas plus loin d'il y a un an, j'étais à Berne, à l'aide Suisse contre le sida, et lors d'une réunion, ils nous ont montré une slide qui résumait un peu toutes les questions posées au peuple suisse sur qu'est-ce qu'ils pensaient des personnes avec les VIH et les VIH. Je suis rentré à l'association, j'ai montré cette slide que j'avais pris en photo au comité, et ça nous est paru primordial d'aller plus loin et connaître toute l'enquête. Enfin, qu'on a connu toute l'enquête, on s'est dit, bien évidemment, il faut en parler. Il faut que cette enquête ne reste pas dans un tiroir. Tout cette rencontre débat, et je remercie les intervenants. Donc, nous avons avec nous la professeure Alexandre Perny, que je remercie d'être avec nous, Nicolas Charpentier, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche sociologique de l'UNIG, le docteur Olivier Schor, qui est un peu à la base de cette enquête, et Nelly Morisot, directrice des affaires gouvernementales suisses pour Gilead. Donc moi je ne veux pas aller plus loin aussi parce que Lorraine a déjà dit tout ce qu'on fait nous à PVA, donc je n'ai pas besoin de me répéter. Donc tout d'abord, cette enquête s'appelle l'opinion publique sur les personnes vivant avec les VIH, connaissances, opinions, perceptions, attitudes concernant l'infection par les VIH en Suisse. Moi, la première question que je poserai au Dr. Schor, c'est pourquoi une telle enquête? Microphone, ça fonctionne. Dites-moi. Maintenant, ça fonctionne? Oui. Ah, très bien. Alors, je pense que le premier concept, c'est on a essayé de réfléchir sur les inégalités d'accès à la médecine et en tant qu'entreprise qui travaille sur le VIH/SIDA, on s'est posé les questions qu'est-ce qui freine l'accès à la médecine, la question du stigma est venue assez rapidement. Et effectivement, pour savoir exactement ce qu'il faut faire contre le stigma, il faut comprendre quels sont les vrais problèmes et quels sont les vrais comment est-ce qu'on dit en anglais, pain points, les vrais endroits qui font un petit peu mal. Et donc c'était le début de cette enquête. Est-ce qu'il existe d'autres enquêtes du même genre sur d'autres pays? Est-ce qu'il y en a un point de comparaison par rapport aux résultats de cette enquête qu'on va voir? Alors en fait, on n'a même pas un point de comparaison, on a deux points de comparaison. Parce qu'on a une comparaison avec l'Autriche qui est, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est très similaire à la Suisse. Et un point de comparaison avec la Grèce, pour l'instant, c'est le deuxième pays qui a des données qui sont un petit peu différentes des nôtres, où on peut presque dire que les données suisses sont meilleures que les données grecques. Je ne veux pas de stigmatisation sur la Grèce, mais c'est vrai qu'il y a moins de stigmatisation en Suisse, en Autriche qu'en Grèce, pour les cas, c'est clair. Et puis, au niveau du panier statistique, peut-être, Nelly, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à qu'est-ce que vous avez choisi cette enquête aussi pour rassurer le public? Est-ce que vous avez pris un échantillon de la population des grandes villes? Comment vous avez choisi les personnes que vous avez interrogées? Oui, absolument. Alors d'abord, pour être un peu modeste, il existe beaucoup d'enquêtes sur la stigmatisation, notamment, on est quelques-uns, je pense avoir entendu Cathy Darling vendredi dernier, et notamment en Suisse romande, il y a eu beaucoup d'enquêtes, mais qui ont été faites parmi les gens, les personnes interrogées étaient les personnes vivant avec le VIH.
Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est un peu l'enquête miroir, c'est-à-dire de comprendre, par rapport à cette stigmatisation vécue, quelles pouvaient être les raisons dans la population générale, dans la population suisse. Donc, qu'est-ce qui fait, quelles sont les méconnaissances qui font qu'à un moment donné, ça amène à de la stigmatisation, voire à de la discrimination, parce qu'effectivement, la stigmatisation, c'est une barrière à l'accès aux soins, mais ça amène aussi à de la discrimination, et ça, évidemment, c'est socialement inacceptable. Donc, effectivement, c'était ça notre point de vue. Ça ne servait à rien de refaire une étude au-dessus d'autres études qui étaient déjà très bien, très informatives. Et donc on a choisi de travailler là-dessus, et effectivement on a travaillé avec des agences qui savent faire ce genre de choses que nous, on ne sait pas faire du tout, qui savent travailler sur la représentativité. Et donc effectivement, vous voyez, je crois qu'il y a les chiffres ici sur un échantillon assez important et assez représentatif en Suisse, à la fois en termes de données géographiques, de lieux d'origine, de lieux de résidence, mais aussi en termes de données démographiques classiques qu'on cherche pour avoir un échantillon représentatif. Merci. Donc je passerai directement à l'enquête. Alors en passant par les premières deux questions, les premières deux graphiques. Donc vous avez interrogé la population suisse sur comment eux perçoivent leur connaissance de la santé. Donc on voit en fait que la population suisse se disent connaisseurs, donc très bien informés par rapport aux données de la santé. Et le graphique d'après, plus en détail, compare la connaissance que la population suisse a par rapport aux différentes pathologies. Donc tout de suite, ça me vient la question que m'a posée la professeure Calmi. On voit que le Covid est en première position. Après 3 ans de pandémie, la population suisse s'est très bien informée. Et pourtant, le VIH, on est en deuxième position après 40 ans de pandémie et autant de travail de prévention. Pourquoi? À quoi c'est dû? Au public cible, aux manières de transmission? Comment pouvons-nous expliquer ça? Moi, je dirais que pour le Covid, il y a quand même des éléments assez marquants qui ont été l'arrêt de toute la population mondiale quasiment pendant 3 mois, et avec un confinement, donc évidemment c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits, par les images que ça a donné, par l'impact sur sa vie quotidienne, et puis tout le monde a eu Covid à un moment donné ou à un autre. Donc ça ne me surprend pas que Covid apparaisse en vert ici. Ceci dit, il y a l'information et la désinformation, vous l'avez montré, Covid a été très prompt à la désinformation. On l'a vu de manière extrêmement claire, et avec l'hydroxychloroquine par exemple, chose que je pense qu'on n'a pas vu avec le VIH à une telle ampleur. Bien sûr, il y a eu la désinformation dans le VIH, des gens qui ne croient pas, qui ne croyaient pas et qui ne croient toujours pas peut-être que le VIH est un virus, etc. Mais je pense que l'ampleur de la désinformation et du complotisme qui a eu lieu dans le Covid est totalement... disons, c'est tout à fait neuf. On n'avait pas vu ça dans la pandémie du VIH. Je crois qu'il faut quand même le dire. Donc, regardez aussi la méfiance qu'il y a eu avec les vaccins ARN messagers au moment où ils sont devenus disponibles. Donc, je pense que là, il y a l'information et la qualité de l'information. Et peut-être sur l'aspect du VIH, ce qui me frappe là, alors les gens pensent quand même qu'ils sont relativement, à 80% des gens pensent qu'ils sont relativement bien informés sur le VIH. Mais dans l'enquête de Cathy Darling, quand on pose des questions très spécifiques sur le VIH, c'est-à-dire est-ce qu'une personne qui a une virémie indétectable transmet, est-ce qu'il existe un traitement préventif, et puis la troisième question, c'est est-ce qu'il existe un traitement de pré-exposition. Alors là, on voit que même ceux qui pensent qu'ils sont informés ne sont pas informés. On y arrive là. Hein, on y arrive après, voilà, pardon. Vous inquiétez pas. Donc c'était le point sur la qualité de l'information. Donc voilà. Nicolas, qu'est-ce que ça nous dit ça? Le VIH en cette deuxième position. Et puis le cancer en troisième. Moi, je rajouterais juste par rapport au Covid-19, c'est aussi l'événement le plus récent dans nos vies. Quand on interroge dans le cadre d'enquête, en tant que chercheur, on se pose toujours la question jusqu'à quand on remonte, parce que la qualité de nos souvenirs va jouer. Et là, de toute évidence, par rapport à ce qui est interrogé, c'est l'événement le plus récent dans nos histoires. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas non plus très surpris que ça ressorte plus que d'autres
pathologies qui sont citées, par l'importance du phénomène qui a touché tout le monde, comme Alexandra le disait, mais aussi parce que c'est le plus récent dans notre mémoire. Mais tout de même, en deuxième position... On n'entend pas très bien. Donc il faut utiliser les micros. Il faudra utiliser les micros, probablement. Celui aussi à la main. Celui-là, il fonctionne. Si, il fonctionne. Non, ça suffit pas. Mais ça suffit pas. Pardon. Et vous avez déposé, on a un autre graphique qui compare ce graphique-là avec suivant. Ah non, on a un autre encore, toujours sur les connaissances par rapport au VIH et aux autres pathologies. On voit que tout de même la population est au courant du fait que les meilleures avancées thérapeutiques ont été faites par rapport au VIH. Donc cette information semble être passée. Et quand par contre on compare la connaissance et les perceptions de la maladie, du coup le coronavirus n'est plus en première position, mais le VIH malgré tout est en deuxième position, bien plus que le diabète, l'hypertension. Comment on l'explique? Je peux juste dire un petit mot là-dessus. Ça ne me surprend pas, c'est vraiment ce qu'on voit d'ailleurs quand on parle même avec des patients ou des patientes, c'est vraiment quand on annonce un diagnostic, c'est vraiment ça qui ressort, le danger de mort, la peur de la mort. Ce qui ne m'étonne pas, c'est que c'est très difficile de changer la caricature qui a été collée au visage du sida depuis 1981 finalement. Tout le monde se souvient, en tout cas toutes les personnes suffisamment âgées se souviennent de certaines images fortes. La pub Benetton, qui dans la salle se souvient de la pub Benetton? Beaucoup de gens, les jeunes peut-être moins, mais quand même c'est resté une image très forte de danger majeur de mort, enfin c'est quand même quelque chose de très fort. On se souvient peut-être du film Philadelphia aussi, qui a marqué les esprits au début des années 90. Et ça a marqué tellement fort les esprits que une de mes collègues, qui était anthropologue, disait on n'arrive pas à changer les images. Tout le monde peut être d'accord qu'il y a des avancées majeures qui se font, mais l'image qui reste dans l'esprit, c'est l'image de la mort. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à opposer à l'image de la mort? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des images positives du VIH? Parce qu'on pourrait se dire, ok, il y a eu Benetton dans les années 90, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant qui permet de changer ces images? Il n'y a rien, il n'y a plus d'images. Et le VIH est devenu un peu invisible, on en parle une fois par année, on a le ruban rouge, mais je suis sûre qu'il y a encore plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est le ruban rouge, parce qu'il y a le vert, le rose, le jaune. D'ailleurs, le ruban rouge est aussi devenu le ruban pour, contre les féminicides. Oui, effectivement. Donc il y a comme une espèce d'invisibilisation du VIH, auquel on participe d'ailleurs nous les soignants, quand on n'arrête pas de dire que c'est indétectable, que la virémie est supprimée, on utilise des fois des termes extrêmement forts, et je pense qu'on devrait revoir aussi la manière dont on parle du VIH, mais en tout cas, on participe, semble-t-il, à une certaine invisibilisation, et il n'y a pas d'image positive, ou rarement des images positives du VIH qui viennent contrecarrer ce qui est dans les esprits depuis tellement longtemps et qu'on n'arrive pas à sortir. Je pense qu'il faut plus que de l'information pour changer la caricature du VIH. Paolo, tu veux dire quelque chose à propos? Non, là, je pensais justement aux personnes qu'on a connues, fameux, qui ont fait des outings. Et pourtant, ça n'a pas changé cette image. Il y a des basketteurs ou des acteurs qui ont dit « je suis HIV ». Moi, je le fais dans tous les jours. Ça veut dire, moi, je pense que la seule façon qu'on a de vaincre ça, c'est de dire « je suis séropositif ». Et alors, quel est le problème? Moi, je n'ai pas de réponse à donner aux gens. Mais par contre, la seule chose que je vois, c'est qu'à Genève, je suis maquillé, on me vit dans la rue, et dans mon petit village au Tessin, j'ai pu parler avec tout le monde de ma maladie, de ce que je vis, de comment je vis, et ça ne faisait pas de différence. Donc c'est peut-être ça la clé qu'on devrait utiliser. Mais c'est vrai que moi je le fais parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas un fils ou une famille qui pourrait être prise de cible. Parce qu'en fait, dès qu'on dit que je suis séropo, si vous avez un travail, les gens vous disent « mais tu l'as pas dit, pourquoi ?» Et si vous avez des amis ou des amours, c'est encore pire. Donc la stigmatisation est réelle. On perd le travail. Si vous changez de travail, il faut 5 ans pour la LPP pour avoir le plan. Oui, parce que si vous tombez malade dans les 5 ans, vous avez d'un cul. Et ça, c'est en Suisse. Et dans les contrats de travail actuellement, même dans les grosses entreprises, on vous demande si vous avez fait le test du sida. Et éventuellement, ouvrir votre dossier médical. Alors,
on va vers où? Alors, moi je pense que c'est aux gens qui n'ont rien à perdre, comme moi, d'ouvrir la gueule et de dire on est là. Et alors? Alors c'est ça, c'est la seule manière, parce que sinon, voilà, rien ne changera. Oui, si je peux peut-être juste rajouter à ça, je pense qu'effectivement, il y a une question d'image. Alors, c'est important de se souvenir aussi de ce qui s'est passé, évidemment. Il y a des tentatives. Alors, je pense au Positive Life Festival, par exemple, qui est assez important en Romandie, qui a vraiment cet objectif de créer de nouvelles images. Et puis, je crois que la société, finalement, a pris du retard, c'est-à-dire n'a pas pris... Et tu donnais un exemple. Aujourd'hui, on traite encore le VIH comme si c'était presque le sida. On sait que dans d'autres pays, par exemple, on réfléchit... au droit à l'oubli, par exemple. Pourquoi est-ce que, finalement, le VIH reste un test obligatoire ou une déclaration obligatoire vis-à-vis de son assurance, de beaucoup de choses? Il y a des pays où c'est plus le cas. Parce qu'effectivement, quand on a une espérance de vie qui est similaire, voire un peu supérieure à la population générale, ça devrait aussi être pris en compte. Donc il y a vraiment cette question derrière de qu'est-ce qu'on met en place aussi pour que concrètement, on peut continuer à en parler, il faut continuer à en parler, mais pour que concrètement les choses avancent aussi et qu'on prenne enfin en compte les avancées thérapeutiques, médicales, scientifiques qui ont eu lieu réellement dans la société. Nicolas, tu veux dire? Oui, je voudrais revenir sur les chiffres. Ce que je trouve intéressant, si on regarde juste le cancer, le VIH, le Covid, en termes de connaissances, on voit bien meilleure connaissance déclarée pour le Covid, intermédiaire pour le VIH et moins bonne sur le cancer. Et c'est inverse sur le sentiment de danger de mort. Donc moi j'aurais quand même tendance à l'interpréter comme plus on est informé, moins on a de crainte. L'enjeu d'information, même si j'entends la visibilité, le rapport à l'histoire, il y a quand même très probablement un enjeu d'information qui va influer sur les représentations qu'on se fait de l'infection et de sa dangerosité. Merci. On va aller l'avant dans ce voyage et puis on continue et puis on voit donc ces opinions où elles se forment. Parce qu'on parle d'opinion publique, mais où se forme cette opinion publique? Bon, toute évidence, c'est les médias, les journaux qui sont en première position, et l'école, les professionnels de santé, la famille, et puis la campagne Love Life. Ça veut dire que c'est une campagne qui a marché. Et ça a marché de toute évidence parce qu'il a un homme. Et les médias sociaux, et puis voilà, d'autres. Mais donc, la part de responsabilité des médias, en étant la fontaine à laquelle ils vont s'assoiffer quand dès qu'on parle dans les médias du VIH-Sida, est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que c'est encore vrai que les gens s'informent via la TV ou pensent que se sont formés par la télévision? Parce que, je ne sais pas vous, mais est-ce que les médias donnent encore assez d'importance au VIH? J'aurais bien voulu savoir la strate d'âge des personnes qui ont été interrogées, parce que il me semble que je suis un peu surprise de la part des médias sociaux. Oui. 22%, je pense qu'il y a une classe d'âge qui ne regarde pas la télé, ne lit pas les journaux. Donc probablement ça serait intéressant de savoir la classe d'âge. Je peux vous le dire tout de suite. Voilà. Je vais aller regarder ça. Ouais. C'est plutôt les jeunes. Ah oui, en 18, 30, 34, chaque dizaine, c'est environ 15 à 20%. 18%. Donc il n'y en a que 15% à moins de 30 ans. Moins de 30 ans, 17%. C'est pour ça. Sachant que le gradient, effectivement, est que plus les personnes sont âgées, plus elles sont informées via des médias journalistiques, et plus elles sont jeunes, plus elles le sont par des médias sociaux. Et puis alors, je dois dire que pour, à titre, comment dire, de soignants, le fait que les structures spécialisées dans le VIH et les centres de santé sexuelle ne comptent que pour 12%, ça va nous faire revoir notre manière de faire les choses, effectivement. C'est intéressant de savoir ça. Et puis alors la campagne Love Life, je tombe d'émue, parce que je montre chaque fois à mes étudiants la campagne Love Life, il n'y a pas un qui sait ce que c'est, qui arrive même à avoir une image de ce que c'est de la campagne Love Life. Et je me demande s'ils n'ont pas en tête les campagnes antérieures dans lesquelles il y avait le rond et le préservatif rose qu'on connaît tous. Parce que quand je demande aux gens, c'est ça qu'ils ont en tête. Mais la campagne Love Life
qu'on avait vu dans les bus, là. Il y a les petits fantômes qui disent « je ne transmets pas ». Moi, je ne connais personne qui se souvient qu'il y a une image forte de ces images-là. Après, peut-être que la question a été posée comme ça, alors il y a un petit biais de désirabilité. On leur dit, est-ce que vous êtes informés par l'Office fédéral de la santé publique? Ah ben oui, forcément. Donc je crains un peu le biais de désirabilité, mais je laisse ouvert le doute, bien sûr. Oui, alors, il y a deux personnes qui veulent intervenir. Est-ce que on fait ces deux interventions pour continuer, comme ça, puis on fera tout le reste des interventions à la fin? Ah bon, bah, je ne peux pas attendre. Hein. Ok, alors sur le domaine, là. On fait tout à la fin et comme ça, on... Hein? Pour rebondir, Oui. Ça marche? Oui. Pour rebondir par rapport aux médias, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, j'écoutais sur la radio suisse romande une émission et ils interpellaient un professeur en médecine et il faisait la confusion VIH-Sida aujourd'hui. Et j'ai à 2 doigts de désarquer. S'il vous plaît, arrêtez de transmettre cette mauvaise information. Donc, je ne sais pas quoi faire pour que le message passe, parce que même s'il y a les médias, si eux-mêmes ne transmettent pas la bonne info, on ne va pas encore gagner. Merci. On continue, et puis voilà. Et puis on connaît les choses parce qu'on va s'asseoir, on va boire en certaines fontaines, aussi parce qu'on connaît, on côtoie des personnes. Donc là, vous avez posé la question si vous connaissez quelqu'un qui vivait avec. Et puis on se rend compte que 64% des personnes disent connaître personne, et les 11%, peut-être les plus honnêtes, ils disent je ne le sais pas. Paola, comment on interprète ça? Non, moi ça me fait toujours... Ah pardon, moi tant que j'ai une grosse voix. Bah, pour moi ça me fait toujours penser 3 quarts et 1 quart. Moi, malheureusement, c'est ce qui est sorti de cette étude, c'est 3 quarts, 1 quart. C'est-à-dire il y a 1 quart qui a tout compris et 3 quarts qui n'ont rien compris. Voilà, et malgré 40 ans de travail, et on est en Suisse, avec des structures qui sont bien faites. Alors imaginez ailleurs. Moi c'est ça que quand on va faire les témoignages dans les écoles, on essaie toujours de parler de la Suisse, mais aussi du monde. Parce que nous on va voyager dans le monde. Et on ne peut pas stigmatiser ou dire à quelqu'un, mais toi tu... Non, personne ne le sait. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de prévention. Donc il faut être préparé à avoir du sexe protégé, punto. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, parce que c'est la seule manière de prendre son plaisir en ne ramenant pas des maladies avec soi. Parce que tu ne peux pas dire à l'autre, oui, mais toi tu es malade. Non, parce qu'il ne le sait pas. Et en Suisse, il y a ô combien de gens qui ne sont même pas testés. Hein. Donc voilà. Ça, c'est ce qui me fait réfléchir. Les étrangers qui sont là, qui doivent être informés. Les étrangers qui arrivent ici, il faut les informer. Oui, mais par contre, non, ça c'est fait. Voilà. Non, c'est pas fait. Ah, j'espère. Ouais. Moi, j'espère. Nous, à PVA, c'est ça qu'on fait. En fait, c'est d'informer les gens qui arrivent ici, ils chopent la maladie sans savoir. Alors voilà. ça c'est important de donner... Désolé pour dire, il y a des gens qui sont profités des étrangers qui viennent, qui sont jeunes, et les gens qui sont là de notre âge, qui profitent de ces jeunes qui sont là, et ces petits-enfants, des gamins et tout ça, qui chopent la maladie. Je suis désolé pour te dire. Ah non, mais voilà. C'est pour ça, nous on existe pour ça, PVA Genève est une et il faut les Genèves, quand ils arrivent, il faut les informer, ces garçons, et les jeunes garçons qui sont là, qui prennent des fleurs et tout ça, pour les dire, écoute, il y a une maladie qui existe là. Et c'est nous qui ont des gens comme ça, il faut les informer, s'il vous plaît. Voilà, c'est triste. C'est triste. Pour vivre en Suisse, on est Suisse, on doit informer les gens. Et ça, c'est important parce que la Suisse, c'est une belle Il ne faut pas profiter. Mais en fait, derrière les écrans, il y a quand même quelque chose. Ça peut être un Italien en Suisse, ou en la Slovaquie, ou la Roumanie. Les pauvres garçons, ils ont chopé la maladie, ils sont là en Suisse, ils vivent avec le VIH. Désolé pour te dire ça. Non, mais c'est une réalité. Il faut arrêter les gens qui profitent de ces gens. Voilà. Mais on dit toujours que derrière un beau écran de la Suisse, il y a quand même des choses qui se passent. Et c'est ça qu'on dit. C'est que il y a des choses qui ne vont pas. On peut faire quelque chose. Oui, on est en Suisse quand même. Oui, non, mais je rebondis juste sur ce que vous dites. Vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont des étrangers, donc qui arrivent ici en Suisse et qui sont contaminés par le virus une fois qu'ils sont en Suisse. Donc c'est pas juste que parce que quand vous parlez avec certains partis d'extrême droite, vous dites voilà tous ces étrangers qui amènent le VIH. C'est mon cas. C'est mon cas. Mais je pense qu'il faut être très attentif au fait qu'il y a des
des gens qui sont contaminés par le VIH alors qu'ils sont sur le sol suisse et puis que c'est une réalité qu'on connaît moins bien. Et donc je vous rejoins sur la nécessité de faire de la prévention chez tous les groupes. Et c'est extrêmement difficile parce qu'on a toujours cette inquiétude justement de faire profiter des partis d'extrême droite d'une certaine... on se dit, bon, on veut faire du dépistage dans des groupes cibles. Et c'est parfois difficile de sélectionner des groupes cibles sans passer pour quelqu'un qui a une certaine idéologie. Donc je pense que ça, c'est un point très important et en Suisse, particulièrement sensible. Il faut quand même peut-être juste le dire. Après, je ne veux pas revenir sur l'OFSP, mais j'ai lu le bulletin de l'OFSP il y a 2 jours. 93% des personnes qui vivent avec le VIH en Suisse connaissent leur statut sérologique. Bon, ça veut dire qu'il n'y a que 7% des gens qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Probablement pas d'une enquête, mais en tout cas c'est comme ça que c'est noté dans le bulletin de l'OFSP qui est sorti il y a 2 jours. Il y a aussi un phénomène quand même dans les émissions populaires suisses, comme 36.9. Eh ben, 36.9 qui est une émission importante, que tout le monde écoute, ne parle pas de l'HIV, ne parle pas du sida, n'en parle plus. Et j'ai écrit à la journaliste, à Mme Benkada, eh ben, même pas répondu. Hein. Donc ça les intéresse pas, c'est peut-être pas vendeur, je sais pas. Mais en tout cas, je suis étonnée que 36.9 ne parle pas de l'HIV, parce que s'il y a bien une émission où il pourrait parler de l'HIV, c'est bien 36.9. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, mais je pense qu'il y a un point important, c'est qu'effectivement, la stigmatisation, souvent, elle se cumule. C'est-à-dire qu'il y a la stigmatisation qui est liée au virus, puis il y a la stigmatisation qui est liée à l'appartenance. Alors, politiquement, on vous classe toujours. Alors, vous êtes dans un parcours de migration, vous êtes migrant, vous êtes etc. Et ça se cumule. Et ça, évidemment, c'est un sujet très important. Et tout ça se cumule aussi en termes de barrières à l'accès aux soins et d'un point de vue de la santé publique en tant que barrière vers la fin de l'épidémie, parce que je crois que le rapport de l'UNS qui a été présenté hier le montre très bien, donne de très bons exemples. Tout ça, finalement, ce sont des barrières pour arriver aux objectifs globaux qui sont la fin de la transmission. Donc ça, je pense que c'est très important. Et après, ce graphique-là, il montre aussi, c'est toujours la question de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire il faudrait que des gens puissent parler aussi, du fait de vivre avec le VIH, pour que, quelque part, il y a, probablement les gens connaissent en réalité des gens qui vivent avec le VIH, mais souvent ils ne le savent pas. Et c'est bien sûr un droit de ne pas le dire, mais il faudrait aussi trouver les conditions dans lesquelles les gens puissent en parler sans que ce soit un risque pour eux. Et aujourd'hui, si les gens n'en parlent pas, c'est parce qu'ils considèrent que ça peut être un risque pour eux, parce qu'ils ont peur qu'on les stigmatise, qu'on les discrimine, de perdre leur travail, d'avoir des problèmes avec leur assurance, etc. etc. Donc c'est important de garder le secret médical, mais quelles sont les conditions réelles qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus facile pour les gens de s'ouvrir et de témoigner, parce que c'est aussi comme ça qu'on avancera vers moins de peur. On l'a vu sur le Covid, finalement la peur elle est partie très vite, on est vite revenu à c'est une grippette, c'est pas grave, etc. Le VIH ça met plus de temps et c'est aussi sans doute parce que voilà, c'est difficile et c'est risqué aujourd'hui, en tout cas les gens considèrent que c'est risqué d'en parler. La sexualité. Je passe au graphique prochain. Il y a une question de Barbara, si jamais. On l'a fait après ou on l'a fait maintenant parce qu'il y en a encore. Non, fais-la maintenant, si c'est sur ce sujet-là. Oui, c'est sur ce Franco, il essaie de mener, mais... C'est de mener parce que pour ne pas arriver trop tard, ne pas faire trop tard, c'est pour ça, parce qu'on a un parti prévu pour ça. Ça marche là? Ça marche, ouais. Ça marche. Ce qu'on vient de voir là, ça me fait penser à quelque chose dont j'ai parlé avec Paolo avant de monter. On a un problème avec la mémoire. On est des gens, aujourd'hui, maintenant, tout le monde, à l'année où on vit comme des gens qui sont immortels. Chaque jour, on commence notre journée en pensant qu'on est immortel. La réalité de cette période-là, et des gens qui sont encore nombreux ici à l'avoir vécu, ceux qui ont survécu ou ceux qui ont perdu leurs parents, il y en a plein. Heureusement, là, on a plein de représentants de ceux qui ont la mémoire. Mais on s'est rendu compte qu'en parlant, au fait, je suis désolée du terme,
parler de mémoire, ça embête les gens, vraiment. Parce qu'on veut juste rester, je suis immortel. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème parce que on se retrouve dans quelque chose, on dit l'histoire ne nous apprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'est pas pour faire un parallèle, hein, mais les gens qui ont commencé à témoigner. Il y a des gens qui se sont mariés après être sortis des camps de concentration, qui se sont mariés et qui pendant 50 ans, 40 ans, n'en ont parlé même pas à leurs femmes et à leurs enfants. Et c'est au moment d'arriver vers la fin qu'ils ont dit il faut qu'on témoigne parce qu'on arrive au bout. Et ce côté de je suis immortel, la réalité c'est que la mort elle peut tous et toutes nous prendre n'importe quand. D'accord et ça c'est un vrai problème. Et ce qui est un vrai problème c'est, alors Paolo le disait, il y a des gens qui peuvent comme toi, tu le fais parce qu'il n'y a rien à perdre. Et puis, c'est clair que si, par exemple, tu bosses dans certains endroits, on va surtout te dire, n'en parle pas, ferme ta bouche, l'assurance vie, ferme ta bouche, acheter une maison, ferme ta bouche. Mais il y a un problème avec la mémoire. On devient dérangeant. Et même quand on vit avec, on devient dérangeant même d'en parler soi-même. Donc voilà, on a un problème de mémoire et d'immortalité. Merci Barbara. Oui, c'est vrai que dans une société qui voit la performance, c'est difficile que la mort soit prise en considération. Je pense que ça, c'est désormais, pas que pour les VIH, mais à niveau philosophique général, une considération à faire. À PVA aussi, tu sais, que c'est tous les jours qu'on réfléchit sur ça et qu'on parle avec des personnes vivant avec, on sait bien comme c'est difficile. Et c'est pour ça que probablement, je ne connais personne et je ne le sais pas, c'est pour ça que je disais que peut-être 11%, justement, c'est le plus honnête, parce qu'on est toujours dans cette balance entre, qu'est-ce que disait Nelly, entre l'invisibilisation et la stigmatisation. C'est la balance quand on parle avec les élèves, comment faire de parler du VIH sans se banaliser ni stigmatiser. Ce n'est pas facile. Nicolas, tu veux... J'aurais aimé réagir à différentes choses qui ont été dites. Barbara, par rapport au fait de faire mémoire, de travailler l'histoire de la lutte contre le VIH, on arrive à plus de 40 ans maintenant d'épidémie. Évidemment, le moment est plus que bien trouvé pour le faire. J'ai rien vraiment à rajouter par rapport à ça, mais je dirais juste qu'il y a un point de vigilance, c'est dans ce moment où on voit les premiers travaux, enfin pas les premiers, mais les travaux sur l'histoire du VIH, de l'épidémie ou de la lutte contre l'épidémie commencent à se développer. J'aurais un point de vigilance, c'est de ne pas oublier certaines minorités et certains témoignages, certains vécus qui pourraient passer à côté de l'histoire. Il va sûrement y avoir une grande histoire et des histoires plus minoritaires. Et j'ai en tête un exemple, c'est l'expérience par exemple des femmes cisgenres, séropositifs et par exemple non issus de la migration. Je pense à un travail qui est relativement récent, qui a été fait par une doctorante à l'Université de Genève sur ces expériences particulières. Et voilà, c'est vraiment ce point de vigilance de n'oublier personne dans ce travail de faire mémoire. Vas-y. Je veux juste appuyer sur ce que tu viens de dire. Je pense que l'épidémie VIH est un très bon exemple des inégalités aussi de genre qui préexistent finalement dans une société et qui sont amplifiées par une pandémie. Et pour revenir sur ce que tu disais, on voit bien aussi que par rapport à ce travail de mémoire, on n'a pas tiré toutes les leçons du VIH parce que si on l'avait fait, Covid se serait passé différemment. Si on l'avait fait, Mpox, la variole du singe, qu'on appelait avant la variole du singe, se serait passé différemment. On a encore beaucoup de choses à apprendre du VIH, dans le modèle finalement de lutte contre la pandémie que ça a amené. Et je pense qu'on est loin d'avoir tiré les leçons de cette mémoire-là. Donc je salue ce travail de mémoire et je pense que la question des inégalités de genre, pour prendre cet exemple-là, il est clé aujourd'hui dans notre société. On le voit bien, on n'avait pas avant du tout, dans les années où le VIH est apparu. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a aussi une double discrimination. C'est une synergie des discriminations, elles s'additionnent.
Et dans l'enquête de Cathy Darling, par exemple, qui a été menée en Suisse, ce sont notamment les femmes qui souffrent le plus aujourd'hui du stigma et de la discrimination. Et je terminerai juste en disant que la discrimination, c'est pas juste socialement inacceptable, c'est juridiquement inacceptable. Donc il faut pousser les personnes qui en sont victimes à porter plainte. Voilà, je voulais rebondir sur l'autre aspect de ce... Vous avez parlé de cumul, ça. La sérophobie, hein, elle s'imbrique avec d'autres formes de discrimination, de stigmatisation. Et je trouvais, j'avais mis de côté des chiffres que je trouvais intéressants à vous communiquer et qui rejoignent hein, ce que tu disais. C'est une enquête qui date en France, mais qui va être mise à jour, qui est mise à jour actuellement. Donc une enquête auprès des personnes vivant avec le VIH et sur la proportion des personnes séropositives qui déclarent avoir vécu des discriminations et selon certains groupes. Et par exemple, on voit que les femmes consommatrices de produits psychoactifs déclarent avoir été discriminées en raison de leur statut sérologique pour 22% d'entre elles. Et si, à l'inverse, on regarde le chiffre le plus bas, c'est pour les hommes hétérosexuels non nés, par exemple, en Afrique subsaharienne, qui vont déclarer seulement 6% de sentiments de discrimination en raison de leur statut sérologique. Donc on voit bien ce cumul. Je pense que c'est vraiment important à prendre en compte, aussi dans la manière de communiquer ou de diriger les actions de lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Et sur la diapo d'avant, par rapport à tous ces endroits où on s'informe, ces espaces où on s'informe, il n'y a pas une stratégie unique, un espace unique pour communiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut tout faire sur les réseaux sociaux. C'est sûrement très efficace, mais sûrement pas suffisant. On voit bien la complexité du plan de la stratégie de communication qu'il faudra employer pour arriver à un résultat. Voilà, donc, depuis les médias classiques, traditionnels, en passant par les milieux d'éducation, mais aussi par les pairs. Merci, oui. Et puis, il faudrait investir autant dans ce changement de mort, autant combien on investit à l'époque de Benetton. Donc, au moins autant. On passe à la suivante, et puis les personnes textées, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Dans 52 personnes, des personnes qui n'ont jamais fait un test. Et puis pourtant, ils ont plein d'opinions sur les personnes vivant avec, mais plein de connaissances, mais plus de la moitié n'a pas effectué un test. Et les 3%, c'est drôle parce qu'on ne se souvient pas. Les personnes plus âgées disent, le professeur Calmier, 52% qui n'ont jamais fait un test, comment c'est possible? Ouais, avec toutes les campagnes et le dépistage qu'on fait, comment c'est possible? C'est inacceptable. Il faut quand même dire qu'en Suisse, le test n'est pas gratuit. Hein. Je le redis, je le dis, je ne sais plus à quelle sauce le dire, j'ai dit partout dans les journaux, c'est pas gratuit. Et puis parmi ceux qui disent qu'ils ont fait un test, il faut probablement déjà retrancher ceux qui disent qu'ils ont fait un test parce qu'ils ont été opérés de l'appendicite en 2001 et ils sont sûrs que parce qu'ils ont été opérés de l'appendicite en 2001, eh bien ils ont eu un test. Et ça, c'est quasiment... tout le monde nous parle comme ça. Ils ont l'impression, on leur change une prothèse de hanche à 70 ans, ils disent oh, on a sûrement fait le test VIH. On m'a bien fait le glucose. mais en fait, j'en rigole, mais je trouve que ça serait bien que ça soit le cas. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. On a une législation extrêmement rigide en Suisse. On ne peut pas faire un test VIH comme ça sans informer le patient. Et puis, ce n'est pas considéré par les autorités de la santé comme étant quelque chose de co-efficace. Donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de test universel en Suisse, il n'y a pas de test gratuit. Il y a des tests dans des associations qui peuvent être gratuits, c'est vrai, mais là on touche encore une certaine population. Moi j'étais devant des étudiants il n'y a pas très longtemps, je demande à tout le monde comment ils se font tester. Alors d'abord il n'y a personne qui lève la main évidemment, puis ensuite il y a quelques courageux qui disent qu'ils ont donné leur sang, alors bon, probablement qu'on fait un test VIH, ce qui est vrai, donc, mais ce n'est pas évidemment le lieu où on voudrait qu'ils fassent leur test VIH. Alors après, je les informe qu'à l'Université de Genève, vous pouvez recevoir un bon gratuit pour faire un test. Mais en fait, quelques étudiantes, notamment des jeunes filles, sont revenues vers moi après en disant oui, on a été à l'université, ils nous donnent un bon et on doit aller trouver un endroit pour faire un test de dépistage.
Moi, je trouve que ce qui se passe en France maintenant, corrigez-moi si je n'ai pas la bonne information, c'est que dans les laboratoires d'analyse biologique, on fait des tests VIH si la personne le demande. Il n'y a pas besoin de se justifier, de dire à son médecin traitant qu'on pense que... Et le médecin traitant n'a pas besoin de poser des questions, c'est le laboratoire qui dit vous voulez un test, vous l'avez. Et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus équitable et respectueux de la personne que chez nous, où finalement il faut montrer qu'on fait partie d'un groupe à risque pour l'avoir gratuitement, parce qu'il y a certains cantons qui disent qu'ils vont regarder si vraiment on fait partie d'un groupe à risque, vous pourrez avoir un test gratuit. Moi, ça me paraît complètement ridicule. Donc, il y a en Suisse beaucoup d'obstacles qui sont liés à ça. Ce 52%, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que 52%. Et tout ce qu'on peut faire pour changer ça, notamment les 1er décembre dans lesquels on fait des tests gratuits, mais on voit que les gens ils viennent se faire tester. Et on a fait plusieurs, avec vous, Weber, on a été à la place de la navigation il y a quelques années. C'était plein. Les gens s'asseyaient sur le banc dehors, il n'y avait pas d'histoire de stigma. Les gens s'asseyaient sur le banc, il faisait grand beau, c'était assez sympa en plus. Et les gens s'asseyaient par terre sur les bancs qu'on avait mis à disposition pour être testés. Donc, je crois qu'il y a une attente des personnes d'avoir un test et qu'aujourd'hui, on ne met que des obstacles à ce test. Alors, sur cette expérience en France qui s'est banalisée en laboratoire, je crois qu'ils appellent ça « au labo sans ordo ». Ouais. Toujours le slogan extraordinaire. De pouvoir accéder à un dépistage qui est remboursé, en fait, pris en charge, mais non prescrit par un médecin, c'est-à-dire qu'il va se faire prescrit au niveau du laboratoire. Et la stratégie est de compléter le dispositif de dépistage depuis ce qui est fait via la prescription, via les centres de dépistage gratuits, dans les associations, l'autotest, puisqu'on peut aussi acquérir ou trouver des tests gratuits qu'on peut ensuite faire soi-même. Et ça venait compléter le dispositif. Moi à l'université, je travaille sur un projet qui s'appelle l'Observatoire transfrontalier des inégalités sociales de santé. Ce qu'on s'est rendu compte, et c'est surtout sur la base de l'expérience des structures de terrain, dont certaines sont ici, que les personnes accueillies avaient de la mobilité. Alors pas pour travailler, pas pour aller consommer de l'autre côté de la frontière, mais pour obtenir un service de santé. Et notamment le fait de se déplacer, de franchir la frontière pour un dépistage, et la gratuité peut entrer en ligne de compte, comme motivation pour ça. Donc c'est une réalité et un argument, en tout cas pour le dépistage, c'est la faiblesse du coût ou la gratuité comme levier pour passer à l'acte. Ou la simplicité, parce que je pense que la multiplication des portes d'entrée, c'est extrêmement important. Il ne faut pas avoir de barrière sur la multiplicité des portes d'entrée, mais la simplicité, c'est-à-dire tu sais où aller. Ici, une jeune fille de 25 ans, je parlais avec une étudiante récemment, ne sait pas où aller pour faire un test VIH. Si elle ne fait pas partie d'un groupe, d'une association dans laquelle elle se reconnaît, cette jeune personne ne sait pas où aller. Elle vient à l'hôpital, ce qui n'est vraiment pas le lieu, malgré le fait qu'on en fait beaucoup. Et je salue juste dans la salle Olivier Nawesh qui travaille justement dans l'Observatoire transfrontalier. Et je pense que ce travail que vous faites est extrêmement important. Bravo. Et on continue, on va de l'avant. Et on passe. Cela vous dérange de, et ça, franchement, c'est le problème, la diapo la plus belle. Cela vous dérange de vous asseoir près d'une personne avec le VIH. Donc, pour ça, tout bon, hein, pas de soucis. Vous mariez avec une personne vivant avec le VIH, là, c'est déjà plus compliqué parce qu'on se rend compte entre les 30 qui disent cela me dérange, les 27 me disent je ne le ferai pas, et le 20 qui dit je ne sais pas. On est au 77% des interrogés qu'en fait ne diraient pas oui à l'hôtel en personne vivant avec le VIH. Après, prêter quelque chose en personne vivant avec, il n'y a pas de souci, ni de devenir ami, ni de travailler avec une personne vivant avec, ni d'être voisin, mais d'avoir des rapports sexuels avec une personne vivant avec le VIH, alors là on voit que seulement les 13% seraient prêts. Cela vous dérange de... Paolo, je pose la question à toi. Mais dans la réalité, la réalité, je pense que tout le monde la connaît.
ceux qui sont séropositifs en couple sont heureux, et ceux qui sont séropositifs célibataires, ils le restent. Parce qu'en fait, c'est impossible de trouver quelqu'un. Moi, ça fait 20 ans que je suis seul, et c'est pas pour autant que je cherche pas, mais c'est que les gens ont peur. C'est juste que tu parlais, le cerveau reptilien, la peur de mourir. Parce que le sida, malgré le Covid et tout le reste, c'est lié au sexe. Sexe. Et c'est ça la clé de voûte. Et là, on le voit. Ah oui, je peux m'asseoir à côté de quelqu'un, mais ah non, pas un rapport sexuel. Je peux vous raconter une petite anecdote. Dans une partouze, je reconnais quelqu'un. On sort de la partouze, je lui dis, bah tu viens chez moi. Ah mais tu prends des médicaments? Je dis, bah bien sûr, c'était le Covid. Je fais l'anti-Covid. Non, pour le HIV. Je dis, bah bien sûr. Ah non, c'est un problème pour moi. Là, je n'ai plus rien compris. Là, je n'ai plus rien compris. Pour ceux qui comprennent, c'est que dans une partouze, tu fais tout et n'importe quoi. Et après, c'est juste le fait de savoir que j'étais HIV, ça l'a bloqué. Alors là, je ne comprends plus. Je préfère parler avec mon chat. C'est la personne avec qui je parle depuis 2 ans. Voilà. Et francamente, mais c'est ça la réalité. On se retrouve avec des célibataires qui se regardent. Et même parmi les gens HIV, il n'y a pas... On est vraiment dans une dichotomie. Et là vraiment, on est 3/4 de la Suisse qui n'a rien compris, 1/4 qui a compris, mais les 3/4 d'où ils sont. Et le quart, il est où? Parce que je ne le connais pas. Nicolas, tu che interpreti la société, c'est quoi? C'est la peur de se dire, ah, mais au cas où, bon mieux pas. C'est quoi? Au cas où, bon mieux pas. On comprend bien que malgré les connaissances et tout ça, les 52% de ces gens qui ont répondu ne se sont pas testés. Donc il y aura des gens qui ne se sont pas testés mais qui ne sont pas prêts à marier une personne vivant avec. Quel portrait on trace de la population suisse? Intéressant, hein? Mais peut-être, tu l'as dit, le sexe rentre en question, donc la morale rentre en question. Et quand on regarde les enquêtes, notamment celles présentées par Cathy Darling, qui sont faites au niveau européen, quand on regarde la discrimination dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH de la part des soignants, et qu'on demande aux soignants qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça inquiets finalement, eh bien c'est qu'il y a quand même un jugement moral. On pense qu'un tel ou une telle a trop de partenaires sexuels. Et c'est pour ça qu'il est séropositif pour le VIH. On pense qu'il ne sait pas se tenir. Et c'est pour ça qu'il est séropositif. C'est même pas le VIH en lui-même, peut-être. Parce que, tu l'as bien montré d'ailleurs dans ton exemple. Donc je pense que, alors je ne crois pas que ce soit lié que à la Suisse, malheureusement, parce que dans les enquêtes européennes, c'est ce qui ressort. C'est vraiment le jugement moral des personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est ça qu'on doit combattre. Et d'ailleurs, je pense que même nous, dans les soins, il faut arrêter de dire aux étudiants qu'il faut demander si quelqu'un est à risque du VIH. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Et souvent, on doit encore cocher des petites cases. Comment est-ce que vous avez attrapé le VIH? Ça, pourquoi on en est là encore? J'aimerais bien le savoir. L'OFSP, dans la déclaration, nous demande encore. Toujours. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument ôter, mais les caricatures ont la vie dure. La morale, c'est quelque chose qui est souvent très mal utilisé. Ce sont des avis que certains donnent parce qu'ils se sentent moralement supérieurs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, à mon avis, est un driver de la stigmatisation. C'est ce besoin de montrer que, voilà, ce sont peut-être des gens qui ont eu des comportements inadéquats, immoraux, trop de relations sexuelles, enfin, etc. Et moi, dans les femmes que je vois à la consultation, alors je reviens sur les inégalités de genre et le stigma, mais ça me frappe énormément à quel point les femmes se sentent encore plus en difficulté dans leur vie intime par rapport à ce que le VIH recèle de « elle a eu trop de relations sexuelles, c'est une fille légère », etc. Et les femmes le disent de manière très claire, et certaines n'ont pas effectivement de relations intimes parce qu'elles-mêmes, elles se s'auto-censurent pour cela. Il y a l'amour, madame, dedans. Si on aime quelqu'un si on aime, comme Anne, elle a aimé son mari. Mais on ne va pas parler de tout. Oui, c'est l'amour aussi, voilà, il y a l'amour. Qu'est-ce que vous disent les hommes? Vous dites qu'il y a une inégalité homme-femme, donc les femmes se mettent de côté. Que vous disent les hommes? Alors, vous avez beaucoup plus de réponses que moi dans la salle. Moi, ce que je constate avec les femmes, c'est que la notion de morale
semble être encore une barrière supplémentaire par rapport à certains hommes qui peuvent, certains d'entre eux, évoluer dans un milieu où le VIH est plus accepté. Alors ça dépend évidemment de certains milieux, mais ça peut arriver. Chez les femmes, c'est très rarement le cas. C'est ça que j'observe. Je ne dis pas évidemment que c'est une réalité pour tous les hommes, et il y a probablement aussi une stigmatisation qu'on n'a pas mentionnée, c'est celle liée à l'âge. On a de plus en plus, notamment justement des hommes, mais aussi des femmes évidemment qui sont plus âgées, et là la double discrimination s'applique également. Le fait d'être âgé et de vivre avec le VIH est effectivement une difficulté largement supplémentaire et méconnue. Je vous ai répondu. Tu voulais que je réponde, alors je vais essayer de répondre plutôt en sociologue. Et la sérophobie, je pense qu'on l'a bien compris, hein, c'est pas le fait de quelques individus, on est sur quelque chose de plus massif, et donc qui est un phénomène, on va dire, qui est structurel, dans le sens où c'est quelque chose qui est produit dans la société et qui dépend aussi de comment elle s'organise. Donc la stigmatisation, elle va reposer sur les mécanismes qui organisent la société et la manière dont elle va définir ce qui relève de la norme. Toi, tu parlais de morale, c'est qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et ça va amener à coller donc, sur les individus des étiquettes particulières et qui va les placer à la marge de la société. Peut-être que dans ce tableau-là, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'est-ce qui relève d'une forme de normalité dans la société qui fait que, ok, on peut s'asseoir l'un à côté de l'autre, on ne va pas dépasser ce stade-là. Donc en termes d'action, évidemment, il y a bien un enjeu de transformer le regard, de transformer en profondeur comment vit la société du point de vue des normes qui la régit. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment... Je voulais revenir d'abord sur effectivement, on est dans le domaine de la santé sexuelle et c'est vraiment un domaine dans lequel on a du mal à avoir une approche de santé publique de manière générale. On le voit sur le testing, on le voit sur beaucoup de choses. Moi, je connais personne qui se lève le matin, qui se dit tiens, je vais aller faire 3 tests VIH dans la journée. C'est absurde. Si on fait un test, c'est qu'on pense qu'on a besoin de savoir. Donc, on est toujours en train de penser à l'abus, à quelque chose, et particulièrement. Non, mais on est toujours en train de réfléchir à voilà, les gens vont abuser, et particulièrement dans ce domaine, et ça c'est un sujet évidemment qui est, et on voit dans tous les domaines liés à la santé sexuelle, on a ce sujet de on préfère interdire ou accepter, on le voit sur le travail du sexe, sur beaucoup de choses. On a besoin de prévention, on a besoin de santé publique, et on finit effectivement par décider d'interdire ou de punir, ou parce qu'on considère que c'est un sujet un peu tabou. Et je voulais juste revenir au titre et à la question initiale qui était posée pour la réunion. Probablement qu'ici, on parle plus de mésinformation que de désinformation. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans ce projet politique de désinformer, mais il y a quand même un point d'attention, parce qu'aujourd'hui, ce domaine justement de la santé sexuelle et reproductive, elle est attaquée. Et elle fait l'objet de projets politiques qui sont financés, qui sont structurés de désinformation. Donc c'est quand même, je pense que là aujourd'hui, une des raisons tout simplement axographiques, c'est que par exemple, U égale U, les gens ne savent pas. Tout simplement, ils ne savent pas. C'est-à-dire que personne ne leur a dit. Il y a quand même ce point. C'est la prochaine. Je ne les ai pas vus, mais... Déjà, devo dire une chose, ci sono vieilles batailles, mais la professeure Garnier témoigne, peut être témoignante de ma vieille bataille. Moi, je suis absolument contre cette U égale U, parce que déjà, à moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais on y arrive, parce que c'est incompréhensible. On pourrait aussi choisir des mots plus adéquats, non? Plus simples, non? Si on veut que les gens comprennent. Parce qu'en fait, on passe maintenant à comment on transmet les VIH. Là, on va faire le cas d'école, non? Comment on transmet les VIH? Quoi les connaissances de la population par rapport aux moyens de transmission. Donc, par une piqûre d'insectes, non? Donc, il y a encore 13% de la population qui confond de toute évidence la malaria, le choléra et le VIH. Parce qu'avec une piqûre d'insectes, on peut s'infecter. Par un échange de seringues de matériel d'injection, alors là, on se rend compte que le travail était bien fait et très clair, donc toutes les personnes, tout le monde a bien compris. En partageant des objets comme un verre ou de la vaisselle, donc là c'est assez bon. En partageant des toilettes, on a bien compris.
T'as des tatouages ou piercings non professionnels. Pour une poignée de main, heureusement, 94% dit que c'est faux. Par un 30, là aussi 94% dit qu'il faut, c'est bien, mais par un baiser, il y a 22% qui pensent encore qu'on transmet le virus par un bisou, un 18% dit qu'ils ne le savent pas, donc on est grosso modo 40% qui pensent qu'avec un bisou, on transmet le VIH, ou qui ne le savent pas, ou qu'en tout cas, ils n'embrasseraient pas une personne vivant avec le VIH dans le doute, j'imagine. Et puis, par des rapports sexuels vaginaux non protégés, donc là, voilà, on est assez bien. Et puis la dernière, par des rapports sexuels avec une personne vivant avec le VIH sous traitement, il y a encore 60% de la population qui pense qu'une personne sous traitement transmet encore le virus, et 20% qui ne le sait pas. Donc disons que on a en 80% de la population qui n'a pas compris le fameux U égale U, ça veut dire l'indétectabilité, qui, comme je dis toujours, c'est un adjectif qui est propre au virus et non pas à la personne, donc on devrait probablement changer le lexique. Mais, réaction sur ça. Oui, sur le langage, je me suis remis dans la déclaration, la déclaration suisse de 2008, ouais. C'est ça. Et parce que je me souviens de cette discussion sur la manière d'en parler convient pas. Mais on revient de loin. Parce qu'en 2008, les mots qui étaient utilisés, c'est être tard efficace. Alors je ne sais pas si vous avez personnellement envie d'être tard efficace. Maintenant, c'est dans la déclaration. Tard efficace. Oui, donc, parce que le titre, c'est pas ça. Non, mais dans le texte, je l'ai là-dessus, je vais voir après. Donc, en 2008, on était à tard efficace, maintenant on est à I égale I. Alors, on peut faire évoluer la formule, mais déjà on a évolué. Voilà, et sur... on parlait tout à l'heure de comparaison Autriche-Grèce, c'est ça. Là il y a à peu près le même travail qui a été fait en France cette année, qui a été commandé par l'association AIDE. C'était un sondage Ipsos, donc un sondage d'opinion du même type. Et sur la même question, donc par rapport à... comment le VIH peut-il être transmis et par des rapports sexuels avec une personne vivant avec le VIH sous traitement, c'est 77% versus 60% ici. Donc ce que je trouvais assez intéressant, et cette différence m'interrogeait, et pour faire le lien avec la déclaration suisse, je me demandais si le fait que l'origine de ce message a pu être en Suisse, est-ce qu'il y aurait une meilleure connaissance dans la population suisse de la question de l'indétectabilité, de la non-transmissibilité, versus d'autres pays. En tout cas, on a quand même cette différence avec ce qui est déclaré en France. Peut-être. Moi, je pense que c'est un échec total. C'est depuis 2008 qu'on dit la même chose. On l'a mal dit, donc c'est un échec de notre part ici à tous, on en prend tous la responsabilité. Mais c'est extrêmement difficile de comprendre, et c'est ce que je disais au tout début sur la difficulté de changer la caricature, de changer les images dans les esprits, de changer la photo Benetton quelque part. On n'a pas réussi à changer la photo Benetton, malgré le fait que 2008, c'est une révolution thérapeutique, comme l'ont été les trithérapies en 1996. Et on n'a pas réussi à faire en sorte que ce message passe. On l'a mal dit. Maintenant, le U equals U, à mon avis, ne veut rien dire. La plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est. I égale I non plus. Indétectable, je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour moi, c'est une manière de dire les choses qui n'a aucune réalité. Personne n'est indétectable, non, heureusement, en tout cas. Donc, je crois qu'on a raté ce message-là. Peut-être qu'on aurait dû prendre des campagnes de publicité ou faire les choses autrement. Mais moi, je me souviens quand même très bien de 2008. Je me souviens de la bataille de Bernard Hirschel. J'étais à l'époque avec lui dans son unité. Je me souviens qu'il avait été courageusement à peu près partout dire la déclaration suisse, qu'on n'appelait pas ça U equals U à l'époque. C'était la déclaration suisse. Une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH à un partenaire sexuel. C'était ça la phrase, me semble-t-il. Je me souviens qu'il a été conspué, mais il a été conspué par des associations. Il a été conspué quand il est arrivé à Paris par Actop. Je me souviens que les gens lui crachaient dessus. C'était complètement fou. Donc ce message était tellement difficile à passer
que probablement ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une espèce de dérive scientifique qui a vu le jour, c'est-à-dire qu'on a attendu les essais randomisés pour dire oui, c'est vrai, ça a été confirmé par les Américains. Et dès lors que ça a été confirmé par les Américains, c'est devenu U equals U. Et quand on était à Montréal au Congrès mondial du sida il y a 2 ans, il y avait des affiches partout, U égale U ou I égale I. Et si vous demandiez dans la rue qu'est-ce que ça veut dire, personne ne savait ce que ça veut dire. Donc en fait, quand je parle d'échec, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de nous-mêmes, de notre petit cercle de gens bien informés. Et je crois qu'il faut se poser les questions de cet échec parce que maintenant, ça fait 15 ans. Mais, et puis voilà, je pense qu'on arrive tout de suite à l'U égale U parce que je l'ai laissé comme ça. Parce que de le voir comme ça, ça nous montre bon, parfois les hiéroglyphes égyptiens ou les Mayas ou les Incas, ils étaient plus compréhensibles parce que là on le voit, parce que quand on le dit peut-être ça semble quelque chose, mais en le voyant on se rend compte comment on a fait du tout pour faire que ça reste absolument compréhensible. Barbara. Alors, moi c'est pour parler que on a fait faux communément depuis le début, avec l'OFSP. Je donne un exemple concret. La première chose qu'on y avait, c'est qu'effectivement, on a le souvenir de ces fameux 2 alliances. Et après, c'était le préservatif. Et au fait, on a parlé de la pénétration. On a parlé seulement de la pénétration. Et au fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les associations, les gens disaient « Oh, mais moi je ne suis pas homosexuel, j'ai pas de pénétration anale, donc il n'y a pas de souci. » Et puis on disait « Mais peut-être que dans la sexualité de personnes hétérosexuelles, il y a aussi des pénétrations anales. » Ah mais non, pas du tout. Et au fait, ça a commencé par là. Et après, ils ont dû revoir leur message, et avec leurs anneaux, et avec leur fait qu'ils étaient en train de toucher qu'une population hétérosexuelle qui ne pratiquait pas de pratique anale, et qui ça restait vraiment pour les homos. Et depuis le début, ça s'est mal emmanché. Et on va dire, alors nous souvent quand on avait vraiment des mauvaises, on a eu des mauvaises choses au niveau de l'OFSP, la seule chose qu'on recevait dans nos bureaux, au groupe santé, c'est les gens qui téléphonaient en disant c'est dégueulasse, vous vous souvenez ces scaphandres, c'est tout ça, mes enfants passent, enfin c'était, les gens ils hurlaient, ils écrivaient des mails, c'était vraiment très très agressif. Donc on va dire que, je sais pas pourquoi, mais on a un problème depuis le début. Voilà, j'ai pas de solution, mais le problème par contre, on dit toujours que si on a un problème, il y a une solution, mais peut-être qu'on va la trouver. Voilà, juste pour revoir le U égale I, donc pareil que... Donc la première graphique que vous voyez, c'est par rapport à la transmission en voie sexuelle, donc aux personnes qui avec le VIH sous traitement depuis 6 mois ne peuvent plus transmettre le virus à son partenaire sexuel, donc on voit que le 22%, est d'accord. Il a un grand je ne sais pas. Peut-être que les gens ils ont entendu parler de quelque chose mais ils n'ont pas vraiment très bien compris. Un 22% qui dit non, c'est pas vrai, restez à la vieille école. Et puis le deuxième graphique, c'est par rapport à la chronicisation du VIH. Donc on voit bien par contre que les 75% des interrogés ont bien compris que le VIH n'est plus une maladie mortelle. Ça, 34% dans ta première dia. Exact. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Non, mais là c'était la menace. Ici, c'est la connaissance. Ici ils disent, je sais qu'il n'est pas mortel, mais celui qu'on a vu avant, les 33%, ils disent la menace qu'il représente par rapport à la vie est là en intensité haute pour les 33%. Donc c'est vraiment là on se rend compte, moi je pense, de comment connaissance et peur font l'ensemble. Et puis le dernier, c'est par rapport à la transmission mère-enfant. Donc on se rend compte que 48% a bien compris qu'une personne, une femme sous traitement ne transmet pas le virus à son enfant au moment de l'accouchement.
Par rapport aux priorités, et par rapport au show, je ne gardais qu'une par rapport à ça, c'est la PrEP. Donc on a beaucoup fait du travail sur la PrEP, on s'est battu pour la PrEP, on a investi de l'argent, des moyens, les associations pour la PrEP. En fait, la PrEP, le 87% de la population ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Donc est-ce que quand on dit on a fait tout faux, oui, probablement, c'est pas qu'on a fait tout faux, probablement des combats qui nous sont importants dans un certain moment, on y met toutes les énergies. Peut-être c'est vrai aussi que l'énergie pour ces batailles sont de moins en moins. C'est vrai aussi que nous, les associations, Barbara, on vit aussi de la crise de la société de plus en plus individualiste, où on n'a plus les bénévoles et la main vive qu'il y avait. Je ne vais pas dire il y a 30 ans parce que j'étais trop jeune, mais déjà il y a 15 ans quand j'ai commencé. Donc, je pense que parfois on ne fait pas tout faux, on met les peu d'énergie qu'on a là sur les combats qu'on trouve sont importants dans ce moment précis. Et puis les énergies sont de moins en moins et les moyens aussi sont de moins en moins. Donc, professeur Camille, je vous ai vu réagir tout de suite, c'est 87%. Non, alors j'ai réagi sur la PrEP parce que quand la PrEP a été remboursée en juillet 2024, c'est-à-dire 12 ans après les États-Unis, hein, bon voilà, on ne dira rien, mais on est un peu lent à la détente, mais tac, on l'a eu. On a vraiment essayé de faire des événements pour les journaux, on a essayé de contacter, on a voulu faire une grande campagne pour les médecins généralistes, pour que ce soit connu, pour que tout le monde puisse avoir un accès simple à la PrEP. Et même, malheureusement, la PrEP aujourd'hui, que ce soit à Genève ou en Suisse, elle est restreinte à des groupes de médecins qui font partie d'un programme qui s'appelle PREPARED. Donc même lorsqu'on a, à un moment donné, voulu vraiment faire beaucoup de publicité sur la PrEP, on s'est dit, mais on ne va pas pouvoir, puisque finalement, il y a quand même un obstacle à la prescription de la PrEP qui est celui de faire partie de ce réseau PREPARED. Et la raison pour laquelle c'est ainsi que ça a été décidé en Suisse, c'est parce qu'on a peur que ce soit mal fait. Et là, on revient de nouveau sur la morale. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont profiter un peu de ça? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une vie débridée parce qu'on leur dit qu'il y a la PrEP, etc. Je pense qu'on revient dans la question de la morale que j'ai abordée tout à l'heure. Puis j'avais une petite anecdote que je partage avec vous, parce que voilà, on est en famille, mais donc moi, j'avais une jeune fille à la maison, donc ma fille, qui devait faire un travail de matu, elle a fait sur la transmission mère-enfant du VIH, et donc je l'ai aidée, j'avoue. J'ai aidé parce qu'elle m'a demandé. Hein. Et donc j'étais assez fière du travail de matu, je trouvais que c'était pas mal. Et puis à la fin du travail de Mathieu, elle a écrit que c'est une décision partagée de la mère et de la femme, de la gynécologue et du médecin traitant, d'allaiter ou pas, etc. etc. Et figurez-vous qu'elle a eu un 2 sur 6. Alors là, je me suis dit, c'est le plus mauvais travail que j'ai jamais fait de ma vie. Donc, j'ai rien osé faire, parce qu'évidemment, je ne voulais pas dire que c'était moi qui l'avais fait. Mais j'ai quand même dit à ma fille qu'elle aille voir la doyenne du collège de Stal, ce qu'elle a fait, et la doyenne lui a dit, mais quand même, il faut prendre des références médicales quand vous écrivez des choses comme ça. Vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Et là, ma fille m'a dit, je fais quoi? J'ai dit, c'est embêtant. J'ai failli demander conseil à mon collègue Olivier, mais je me suis dit, je ne vais pas le mettre mal quand même. Et bon, on n'a rien fait, elle a gardé son 2. Ça ne l'a pas empêché d'avoir son diplôme de médecine l'année passée. Donc voilà. Mais j'avoue que je me suis rendu compte que c'était, même en trouvant que c'était inacceptable, avec toute la colère qu'on avait, ce n'était pas la question de la note, mais enfin quand même, c'était assez fou, c'est que les enseignants se sont retrouvés dans une position de juge en disant quand même, les femmes ne peuvent pas allaiter. C'est fou de dire un truc pareil, c'est même dangereux. Elle a quel âge ta fille? 25. Ouais, donc c'était il y a 6 ans. Ouais, voilà. Ouais, 19 ans. Oui, oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Malheureusement. Mais je crois que ça me fait penser qu'il faudra peut-être quand même qu'on retourne voir le collège national. Et proposer que Pénia aille faire des témoignages. Exactement. Voilà. Exactement. Et pas que aux élèves aussi, aux profs. Donc on arrive à la fin de ce voyage à travers l'opinion suisse sur le VIH. Et je vous propose qu'on fasse, comme on a fait pas mal de questions, qu'on fasse juste si vous avez 2-3 questions, et puis qu'on passe la parole au conseiller d'État Thierry Apotello qui nous honore de sa présence.
C'est toi qui sélectionne qui Non, parce que j'ai vu qu'il avait levé la main déjà avant, c'est pour ça. Bon, je peux m'exprimer en public, donc vous m'excuserez. Mais on a vu qu'il y avait souvent plusieurs stigmas, des doubles triples stigmas, où il y avait des questions de morale qui étaient barrières face à l'information et face aux connaissances du VIH. Aujourd'hui, de par la population plus jeune, j'ai le sentiment qu'il y a un combat aussi qui se fait, et c'est que cette morale, que la société est en train d'évoluer, notamment sur le féminisme, sur l'identité de genre et voire même la sexualité. Est-ce que ce serait une orientation possible pour se dire, bon, on a raté notre information par rapport aux plus âgés parce qu'il y a peut-être des événements marquants et c'est plus difficile. Est-ce qu'on peut passer par la population plus jeune qui déjà véhicule un message de changement pour informer par rapport au VIH? Témoignant. Je peux répondre? Oui. Je vais répondre en partie. Je travaille avec des gens entre 13 et 77 ans. Ouais. Merci beaucoup. J'adore, je me mets bouger. Je peux répondre. Moi, je travaille avec des gens de 13 à 77 ans. Il n'y en a pas un qui sait ce que c'est la PrEP. Zéro. Les gens du collège n'en ont jamais entendu parler. J'en ai un qui m'a encore raconté l'autre jour. Le cours d'éducation sexuelle, c'était lunaire. Il m'a dit, mais on ne nous a même pas montré comment mettre un préservatif. La PrEP, ça n'existe pas chez les jeunes. Donc effectivement, c'est un travail à faire. Donc, voilà. Et j'étais une fois dans une conférence à l'Uni où j'avais la professeure Calmi, et il y avait un jeune à côté de moi qui avait 24 ans qui a posé la question en disant « Ah, j'ai entendu parler de la PrEP, depuis quand ça existe ?» C'était il y a 6 mois. C'est hallucinant, donc il y a un vrai travail à faire, mais c'est tout. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit parce que je fais partie du projet Regard Croisé, donc on va vers les jeunes, on leur parle. Ils sont avides d'informations, ils demandent de l'information, c'était super, les retours sont hyper positifs. Par contre, c'est au bon vouloir des profs. Donc c'est toujours les mêmes profs qui nous invitent. Est-ce qu'il y aurait moyen que ce soit obligatoire? Et là, on toucherait vraiment un peu. La même chose pour les nouvelles images. Il y a eu des nouvelles images l'année passée lors du Positive Life Festival. Et pourquoi on les ressort une année après, à la date du 1er décembre. Pourquoi c'est pas à la Suisse romande 36.9? Pourquoi ça passe pas à la télé? Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens, on a envie de faire des choses, on est des personnes concernées, il y a des personnes qui sont prêtes à aller sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas aidé en fait par les médias, par l'argent, parlons de l'argent. Merci. Il y a un travail à faire, parce que les volontaires, il y en a. Je répondis aussi par rapport aux jeunes. C'est clair, c'est évident qu'il faut passer par les jeunes. Nous, PVA Genève aussi, nous avons le projet témoignant. Le projet témoignage va dans les écoles, justement pour parler du vivre avec. Paolo est un de nos témoignants, Zach, notre président, Hélène, elle est là, Arturo. Et pourtant, c'est une prestation que nous avons sur le contrat de prestation avec le département de la santé, mais malheureusement, il n'existe pas une interconnexion entre les départements. En fait, nous avons le devoir d'intervenir dans les écoles, mais disons, on n'a pas la porte d'entrée via les DIP, les départements d'instruction publique, pour pouvoir accomplir le devoir que nous avons contracté avec le département de la santé. Et c'est là où c'est l'enjeu, comment faire pour que des projets comme les projets témoignages, comme les projets Regard Croisé du groupe santé puissent plus facilement avoir accès aux écoles, intervenir auprès des jeunes, parce que oui, c'est exactement ça. Avec l'ancienne génération, on a probablement raté les coches, il faut s'aimer des nouvelles germes auprès des plus jeunes, parce que c'est eux qui fonderont une nouvelle société. L'ONU-SIDA, on parlait hier, Nelly, aujourd'hui Nelly qui a sorti hier son report, donc il parle des droits et des piliers qui sont des piliers pour une nouvelle société. Donc sans droit, il n'y a pas de santé égale pour toutes et tous. Alors à Genève, on a plein de piliers, on a plein de droits, mais puis après, sur ces piliers, nous, la société civile, nous devons construire une nouvelle société. Et on ne peut que la construire avec les nouvelles générations. Mais là aussi, les associations publiques doivent donner à la société civile les moyens de faire ce travail de construction d'une nouvelle société sur ces piliers, sur ces droits,
qui feront de cette nouvelle société une société plus englobante, moins discriminante, moins stigmatisante, des personnes plus informées, et voilà, etc. etc. En dernière, je voulais quand même apporter une bonne nouvelle, parce que pour moi c'est une très bonne nouvelle. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux récemment, et j'ai fait un podcast récemment avec une Instagrammeuse parisienne, et j'ai eu plein de commentaires hier, et j'ai 2 élèves auprès de qui on a fait des interventions qui sont venus m'écrire pour me dire on se rappelle de vous, vous avez fait une super intervention, ça nous avait marqué. Et je pense que c'est quand même aussi important de se rappeler que on ne fait pas ça pour rien. Les jeunes, peut-être pas tous, mais il y en a qui retiennent, qui se souviennent, qui en parlent avec leurs copains. Et justement, moi, si je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est parce que je pense que c'est un moyen de communication que les jeunes maîtrisent et avec lesquels on peut plus facilement entrer en contact que quand on est dans un cadre bien carré, d'1 heure, 2 heures, et puis qu'il y a les profs à côté, et puis tous les copains qui écoutent. Voilà, je voulais juste vous partager ça, c'est une petite victoire, mais c'est quand même quelque chose. Merci. Je vais faire juste un petit rappel. Aujourd'hui, on est à la veille du 1er décembre, mais dimanche 1er décembre, c'est la journée mondiale des étudiants contre le sida. On vous rappelle les événements, la cérémonie interreligieuse à 15h à l'église Saint-Germain. À partir de la fin de cette cérémonie, nous partirons avec une marche à 16h depuis l'église Saint-Germain jusqu'à la salle Trocoumé, qui est 2 rue du Jura. Ça sera une marche laïque commémorative. Et puis à la salle Trocoumé, il y aura un thé dansant solidaire où 6 concerts de DJ et une marraine d'exception comme Greta Gratos, tous les artistes qui se performeront de manière gratuite et gracieusement pour la cause, et les profits du bar iront au Fonds de solidarité de PDA Genève, à savoir le Fonds de solidarité n'est pas le fonds qui alimente les activités de l'association, mais c'est un fonds qui est destiné justement aux personnes qui vivent avec, mais qui cumulent toutes les vulnérabilités dont on a parlé, et donc vraiment pour les personnes plus vulnérables. Donc on vous invite à venir faire la fête avec nous, parce que justement pour abattre les stigmas et la désinformation, il y a rien de meilleur de se côtoyer, de se connaître, de passer un bon moment ensemble. Et voilà, je vous invite à venir au bar aussi, à Brindisi, pour soutenir le Fonds de solidarité. Et on a déjà fait tard, je remercie, on a ici avec nous notre conseiller d'État, M. Thierry Potello, à qui je ne tarde pas de laisser la parole pour qu'il nous partage quelques mots. Merci beaucoup. Vous avez fait le choix de m'inviter et je vous en remercie particulièrement. On aurait pu imaginer que ce soit le ministre de la Santé qui aborde cette conclusion de table ronde. Il aurait eu évidemment sa place. Et puis en vous entendant, on aurait pu aussi imaginer que ce soit Anne Leopold au titre des écoles qui soit la dernière. Vous avez fait le choix de m'inviter en tant que conseiller d'État en charge de la cohésion sociale, certainement, et je l'ai accepté aussi, en fait, pour vous dire un petit truc. Donc on a des invitations au Conseil d'État, tout remonte à la séance, et puis en fonction des thématiques que l'on reçoit, et ben, si c'est plus une thématique, même si c'est moi qui la reçois, qui concerne un collègue ou une collègue, alors généralement c'est celui qui est en charge du domaine qui s'y rend. Et généralement l'assistante elle remonte toutes les invitations auprès du Conseil d'État. Et cette fois-ci, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi, j'en ai pas parlé à mon collègue Maudet et encore moins à ma collègue Anne Paul. J'ai été sur ce coup égoïste parce que j'ai été sensibilisé à la question que vous avez indiquée dans votre thématique autour de la question de la stigmatisation, respectivement de la discrimination. Et on était évidemment honoré de pouvoir venir aujourd'hui en parler rapidement. Mais ça veut dire aussi que pour moi, il y a une nécessité de thématiser la question des discriminations. C'est la raison pour laquelle j'ai porté auprès du Conseil d'État et du Grand Conseil une loi cadre assez majeure, unique en Suisse, qui s'appelle la LED, c'est son petit nom. On aime bien les acronymes, donc on appelle ça la LED, mais au fond c'est la loi
pour l'égalité et la lutte contre les discriminations. Et cette loi cadre est une loi fondamentale qui permet effectivement, qui oblige l'ensemble des personnes concernées, les collectivités publiques genevoises, pas seulement le canton mais aussi les communes, à se poser des questions autour de la discrimination. Au sens large dans un premier temps, puisque c'est une loi cadre. Elle oblige à un certain nombre de réflexions, mais aussi d'actions qui sont nécessaires aujourd'hui. Et cette loi générale se développe aussi autour des lois plus thématiques. Et la première d'entre elles a été celle du genre. La seconde que je vais présenter est celle du handicap, pour laquelle une consultation est encore en route jusqu'à la fin de la semaine. Et puis la troisième est une thématique qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est celle de l'âge. Il y a un mauvais terme qu'on parle de l'agisme, mais en même temps c'était aussi une occasion de travailler sur les différentes formes de discrimination. Et je ne vous cache pas qu'une quatrième serait bienvenue, surtout en vous entendant après cet échange. Imaginez un seul instant que vous vous rendez chez le médecin, vous recevez un diagnostic et celui-ci change le cours de votre vie. Pas à cause de la maladie en elle-même, mais à cause de ce que les autres vont penser, dire ou faire. C'est une réalité que des milliers de personnes vivant avec le VIH affrontent aujourd'hui, en Suisse et ailleurs, malgré évidemment toutes les avancées médicales. Nous sommes ici ce soir réunis parce que cette injustice persiste. Une injustice qui, comme cela a été dit, n'a rien à voir avec les progrès scientifiques et médicaux, mais à voir avec les mentalités, les peurs irrationnelles ou encore les jugements injustifiés. Je tiens à saluer les intervenantes et les intervenants qui ont exploré lors de cette table ronde des enjeux complexes à travers le prisme de la désinformation, de la stigmatisation, ces deux faces d'une même médaille à laquelle on pourrait peut-être ajouter aussi ces enjeux de communication que vous avez évoqués. Je n'ai pas pu assister à l'ensemble de ces discussions. Je reviens d'un autre discours à Carouge pour valoriser la communauté portugaise, encore un autre thème autour de la lutte contre les discriminations. Mais je veux ici insister sur la pertinence et surtout l'urgence des thématiques abordées, car elles résonnent évidemment comme des défis profonds de notre société. Le thème que vous avez choisi aujourd'hui de nous proposer nous pousse à nous confronter à une double réalité. D'un côté, les mythes et les fausses croyances qui persistent, et les autres, évidemment, les discriminations qui s'alimentent. Et ces deux phénomènes se renforcent mutuellement, elles entravent gravement notre capacité à avancer vers une société plus inclusive et donc plus éclairée. Les progrès médicaux autour du VIH, nous l'avons vu, sont indéniables. Les traitements antirétroviraux, la PrEP ou encore les injections bimensuelles. Et grâce à ces avancées majeures, vivre avec le VIH signifie encore, heureusement, vivre une vie longue, épanouie et sans risque de transmission. Pourtant, ces extraordinaires progrès sont trop souvent éclipsés par la désinformation et surtout la peur, et les quelques réponses que nous avons vues le confirment. Cette désinformation est évidemment alimentée, vous l'aurez compris, par l'ignorance, par le manque de sensibilisation, et aussi, nous devons le constater, par des discours haineux, des discours idéologiques, qui créent un terreau ainsi fertile pour l'isolement, l'exclusion et la souffrance psychologique. Des mythes sur les modes de transmission, en passant par les craintes infondées d'un simple contact, voire même encore d'un baiser, comme Rocco l'a dit, des idées fausses qui persistent, et même dans un pays aussi riche que le nôtre, on pourrait s'attendre à une meilleure information et connaissance du sujet. Cette désinformation nourrit gravement, je l'ai dit, la stigmatisation
qui reste, à mon sens, l'un des obstacles majeurs de la lutte contre le VIH. Combien de personnes concernées ont dû cacher leur statut par crainte d'être jugées ou marginalisées? Combien ont été victimes d'un regard, d'un geste, ou même encore d'une parole blessante au travail, dans un cercle d'amis ou encore au sein de leur famille? C'est inacceptable, nous sommes en 2024. Cette stigmatisation n'a pas sa place dans notre société, qui se veut humaine, qui se veut progressiste, et il n'est plus que jamais le temps de le combattre, en nous engageant tant sur le plan social, politique et éducatif. Vous avez sans doute évoqué au début ces nouvelles menaces qui pèsent sur cette lutte que j'évoque, une montée d'un, soyons sympas, d'un certain conservatisme dans les discours politiques et sociaux, mais ceux-ci mettent en péril les progrès que nous réalisons tous les jours. Ces discours, souvent appuyés par une rhétorique culpabilisante et moralisatrice, freinent l'éducation sexuelle, limitent l'accès à des jeunes et à des adultes à des informations fiables sur leur santé sexuelle et ravivent ainsi des tabous que nous pensions dépasser. Ne pas investir dans une prévention inclusive et ouverte, c'est prendre le risque d'un recul et des conséquences, comme nous le voyons dans d'autres pays, sont à constater. Bien entendu, je dois penser à ce que vivent les Russes, où l'absence de campagne de prévention et la stigmatisation institutionnalisée des populations vulnérables ont entraîné une hausse dramatique des infections. Pensons encore aux Philippines, pour prendre un autre exemple, où le manque d'accès équitable à la prévention a particulièrement marqué les jeunes et les communautés LGBTIQ+. En Suisse, nous avons le devoir d'apprendre de ces exemples pour éviter de telles dérives. Heureusement, comme cela a été rappelé, nous ne sommes pas les seuls dans cette lutte. Je tiens et donc à saluer l'immense travail, un travail déterminant, de l'association PVA Genève qui accompagne les personnes vivant avec le VIH, tout en œuvrant tous les jours, au quotidien, à changer les mentalités par la parole, par le dialogue et la conviction. Ces témoignages qui brisent ainsi les préjugés sont un levier puissant pour sensibiliser la société. Je veux également souligner l'importance du rôle joué par le centre Maurice Chalumeau en sciences de la sexualité, car avec la recherche, la formation, les échanges interdisciplinaires, ce centre contribue à déconstruire les tabous et promouvoir ainsi une approche éclairée fondée sur la connaissance et le respect. Il est important aussi de rappeler que les populations vulnérables doivent rester au cœur de nos actions, les jeunes, les personnes LGBTIQ+, les migrantes et les migrants, les utilisatrices et les utilisateurs de drogue sont souvent les premières victimes de cette désinformation et surtout de la stigmatisation cumulée. Les inclure dans nos efforts au quotidien, ce n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est une condition indispensable pour mettre fin à l'épidémie de VIH. Nous avons, mesdames et messieurs, vécu un long chemin. Il reste encore beaucoup à faire. Et si, comme je l'ai dit, nous disposons d'avancées certaines au niveau médical, avec des outils de prévention qui ont été testés et éprouvés, nous avons ce soir le devoir, à la veille du 1er décembre, de redoubler d'efforts pour déconstruire ces idées fausses, briser les stigmatisations et préserver un accès équitable à l'information et aux soins, bien entendu. Le VIH est avant tout une condition médicale, aujourd'hui comparable à une maladie chronique. Il ne doit jamais être un prétexte pour atteindre la dignité et la valeur d'une personne. En conclusion, permettez-moi de saluer toutes les bénévoles et tous les bénévoles, l'association PVA Genève, le centre Maurice Chalumeau en sciences de la sexualité pour leur engagement exemplaire. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont témoigné aujourd'hui avec vous ce soir pour leur résilience, pour leur volonté et leur courage. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre engagement. Il signifie bien entendu de l'intérêt pour la démarche, mais vous êtes désormais des prescripteurs essentiels pour porter la parole. Merci beaucoup.